Patrick, c'est un être entier, pas toujours facile, très rigoureux, extrêmement rigoureux, voire des fois chiant à vivre quand on vit avec lui, quelques jours ou quelques heures, car très structuré, mais au-delà, c'est un homme adorable, charmant et d'une compétence extrême. Il n'aurait pas pu faire autre chose. Ah non, ça c'est sûr et certain. Tout ce qu'il l'a fait, il l'a fait avec passion. Donc par conséquent, il en tire à la fois les avantages et les inconvénients, ça c'est sûr. J'ai entamé ma carrière de kinésithérapeute il y a 45 ans. Je suis de la génération immédiatement d'après-guerre et j'ai passé toute mon enfance à Rouen avec des parents qui, ma maman ne travaillait pas, mon père était directeur d'une compagnie d'assurance. Moi, j'ai fait toutes mes études à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Rouen, jusqu'en classe terminale où j'ai passé mon bac philo. Et je me suis orienté vers la kinésithérapie parce que j'en avais entendu parler, parce que je savais qu'on pouvait soigner des enfants qui à l'époque avaient des poliomyélites et des handicaps sévères, chose qui, Dieu merci, n'existe plus aujourd'hui. Il savait ce qu'il faisait, il avait préparé ses études de kiné, il était parti à Paris pour faire l'école de kiné aux enfants malades, je crois. C'est là que j'ai découvert la possibilité de soigner des enfants qui avaient des problèmes respiratoires. Et là, je me suis découvert une passion pour l'anatomie, une passion pour la physiologie, une passion pour toutes les pathologies que j'ai pu rencontrer. Voilà, le déclic est venu comme ça. Au bout de ces 2 années, j'ai passé mon diplôme. J'ai eu la chance de terminer major de ma promotion et donc ceci m'a ouvert pas mal de portes. Et ensuite, quand il est revenu, il s'avère que le professeur Borde démarrait son service et prenait de plus en plus d'importance, mais il avait également besoin de collaborateurs, et non seulement parmi les médecins, mais également dans le cadre de la kinésithérapie respiratoire. Et il a fait appel à Patrick parce qu'il était compétent. Je suis arrivé à Rouen et j'ai créé, parce que c'est un service de chirurgie pédiatrique qui n'existait pas, hein, parce qu'il n'a rien d'étonnant. Enfin, c'était l'époque. Donc, progressivement, on a recruté des collègues qui ont voulu travailler avec moi et on a créé finalement un service qui, actuellement, je dirais, après les années, fonctionne et fonctionne bien. Je suis allé le voir pour lui demander s'il avait besoin d'un kinésithérapeute dans son service. Et voilà, si je pouvais travailler, car je ne concevais pas de m'installer sans avoir au moins passé un minimum de temps en milieu hospitalier pour achever ma formation et puis compléter l'expérience indispensable pour réussir sur le plan libéral. Je n'étais pas dans son service depuis un mois, qu'il m'appelle dans son bureau et me dit « Michaud, on vient de faire rentrer un petit bébé qui présente une hernie de la coupole diaphragmatique. » Je le regarde tout à fait sidéré. Je ne savais pas ce que c'était qu'une hernie de la coupole diaphragmatique chez un nourrisson. Et il m'a dit « Michaud, voilà, ce bébé naît avec un poumon normal et un autre poumon qui n'est qu'un moignon pulmonaire. Et bien maintenant, vous vous débrouillez et vous essayez de faire en sorte qu'il ait 2 poumons normaux. » Et ne connaissant absolument pas les gestes que j'allais faire, j'ai improvisé en fonction de mes connaissances en physiologie respiratoire et de mon bon sens pour essayer, je l'espérais, d'obtenir un résultat. Au bout de 5 semaines de traitement, les poumons de ce bébé sont redevenus totalement normaux. Je suis retourné donc voir mon patron et je lui dis « Monsieur, voilà, ce bébé a des poumons qui fonctionnent parfaitement normalement, les radiographies en font foi. J'ai réussi ce que vous m'aviez demandé. » Il m'a dit, écoutez, monsieur Michaud, pour votre première grosse intervention, c'est très bien, nous allons la publier. Et ce fut ma première publication. Là, j'ai véritablement pris conscience de ce qu'était le travail en équipe en milieu hospitalier. C'est quelque chose d'extraordinaire, dans la mesure où chaque élément de la chaîne avait ses propres compétences
mise au service de l'ensemble de la collectivité. Et c'est là que la passion a pris le pas sur le travail. C'est que petit à petit, je me suis pris au jeu et pris dans l'engrenage de ça. J'ai travaillé pour trouver les bonnes techniques par rapport à ce que j'avais appris lors de mes études. J'y ai apporté le travail que l'on fait sur le terrain. Où là, les études, c'est une chose, mais l'improvisation peut également en être une autre. La relation avec les bébés, mes premières relations avec les parents, qu'il fallait que je parle des problèmes de leurs enfants. Enfin, c'est là que tout a commencé. Bonjour, alors c'est petit Paul. Je te fais rentrer en premier, viens voir, et je t'explique tout ça. Je retiendrai 3 mots de ma vie hospitalière. Efficacité, rapidité et humanité. L'efficacité et la rapidité parce que la plupart des enfants que j'ai soignés en réa étaient entre la vie et la mort et que par conséquent il fallait être rapide et efficace. Et humanité parce que il était fondamental d'accompagner de toute façon les parents dans une épreuve qui a toujours été pour des parents une épreuve redoutable. On ne peut pas, à mon point de vue, on ne peut pas faire de la chirurgie pédiatrique sans avoir une grande communication avec les familles. C'est pas possible. On est un mauvais, c'est clair. Il trouvait toujours moyen, même s'il n'avait pas le temps, de dire t'inquiète pas, je vais te téléphoner dans 1 heure, je vais être libre. Il trouvait le moyen d'écouter les gens, il prenait le temps d'écouter. C'est capital, c'est pas seulement, c'est avec les patients, c'est avec les collègues, c'est avec tout ça, et c'est capital dans la profession. Mais il avait toujours, même si on voyait qu'il enchaînait, il avait toujours la petite phrase, on n'avait pas l'impression d'être bâclé. Même si on sentait que c'était très timé, qu'il y avait beaucoup de monde, que ça se suivait, et qu'on sentait qu'il était un peu pressé, qu'il était un peu speed, on n'avait jamais l'impression d'être bâclé. Il avait toujours le petit mot, la petite phrase. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de l'appeler le lundi matin à 7h, 7h30, parce que je savais qu'il était là, et lui dire faut que je vienne te voir, pas de problème. Voilà. On savait que il s'est toujours rendu disponible parce qu'effectivement, il savait quand on l'appelait, il y avait un réel besoin. L'hôpital, c'est une tour d'ivoire. En particulier, lorsque j'ai travaillé pendant de longues années en réa, j'étais dans ma prison dorée. C'est-à-dire que, comme nous étions tous en situation de stérile, il était hors de question que les parents rentrent dans le service. Ils ne pouvaient voir leur enfant qu'à travers la vitre du service. Et donc là, j'ai touché du doigt l'incapacité absolue à pouvoir communiquer. Patrick, c'est l'oreille attentive, donc quand j'avais des questions ou des doutes, etc., je sais que je pouvais lui en parler et qu'il prenait le temps de m'écouter. Quand on lui a diagnostiqué une fonte palatine à la 2e écho, c'était un peu un chamboulement, on se demandait ce qui nous tombait dessus. Et du coup, j'ai eu besoin d'être rassurée par le corps médical, dont Patrick. Voilà, je suis allée le voir en lui demandant est-ce que tu connais, comment ça se passe au niveau respiratoire, voilà. Donc c'est vrai que je suis allée le voir en me disant il va pouvoir m'expliquer, me rassurer sûrement parce que c'est quelqu'un qui est très rassurant aussi. Et du coup, je savais que Patrick serait là. Patrick serait là si j'avais besoin de lui. Et il nous a beaucoup aidé après pour les problèmes d'Antoine. Lorsque je me suis retrouvé en situation libérale, j'ai obligatoirement pris le contre-pied de ce que j'avais vécu à l'hôpital, tout au moins sur ce sujet-là. Il est doux, il s'adresse à l'enfant, il s'adresse aux parents, on sent qu'on n'est pas du tout un numéro, mais au contraire, l'aspect humain est tout de suite présent et ça compte beaucoup et c'est, je pense, qu'il met vraiment en confiance. Il a toujours été comme ça, c'est aussi ça qui fait que j'ai continué à le voir pendant aussi longtemps. Et ceci m'a amené à pratiquer très rapidement le tutoiement. Je n'ai pas voulu, au cours de ma carrière, que le simple fait de porter une blouse blanche soit une barrière dans la relation que je pouvais avoir avec les parents des enfants que je soignais. Par rapport aux parents, ils brisent déjà un truc parce que la blouse blanche c'est quand même quelque chose, etc. Donc là, il met à l'aise tout de suite. Et du coup, il se pose pas, le tutoiement le pose pas en commun. Il n'y a pas de degré on peut pas dire hiérarchique, mais de supériorité par rapport à nous ou quoi que ce soit. Donc le tutoiement aide pour ça. C'est ça, Patrick. Ça dépasse au-delà
de son travail. Il y a la mythique là. Il n'y a pas d'intérêt, ça lui fait plaisir. Mais j'ai vu Patrick faire un sapin de Noël au cabinet et mettre des jouets de Noël à des petits enfants de 3 ans. J'étais émerveillée. Puis à côté, il faisait un petit goûter avec du jus de fruits, jus d'orange pour recevoir les moments, avec des petits gâteaux. Et c'était Patrick. J'ai jamais vu ça ailleurs. Quand vous avez commencé par soigner la petite qui est devenue grande, puis qui a eu un bébé, puis qui, vous imaginez, vous faites partie de la famille. En fait, Patrick, je le connais parce que c'était le kiné de ma grand-mère quand j'étais petite. Et quand elle allait se faire manipuler pour son dos, souvent on venait avec elle. Et en fait, Patrick nous laissait aller jouer dans la piscine pendant que ma grand-mère faisait ses exercices. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré quand j'avais 7-8 ans peut-être, au tout début. Puis c'est quelqu'un d'humainement chaleureux. Donc ça permet aussi de se sentir très à l'aise. Quand il prend en charge un bébé, il prend en charge les parents, le contexte familial, tout. Enfin voilà. Les soins étaient une chose importante, puisque finalement, quand on soigne quelqu'un, c'est pour le guérir, ou tout au moins pour améliorer son état de santé. Mais ça doit s'accompagner obligatoirement d'une relation humaine qui permette à la personne et surtout aux parents de mieux accepter l'épreuve qu'ils traversent. Il y a forcément un dialogue très fort avec les familles. Alors il faut l'avoir, ce truc. Et c'est vrai que j'avais des collègues, j'en ai croisé certains qui étaient des très bons médecins, mais qui n'avaient aucun contact vrai. Enfin, ils n'étaient pas... Voilà, ils ne savaient pas comment faire. Alors que c'est pas compliqué, hein. Il faut simplement se parler. Et puis c'est tout. On sait qu'en pédiatrie, c'est quand même vraiment important d'avoir un relationnel. Je dirais, il y a 2 patients à traiter. Il y a l'enfant qui est malade et puis il y a les parents qui sont angoissés. Donc c'est important de prendre en charge les deux. Et moi, ça me paraît ça fait partie entièrement de son métier. Ça. C'est une relation moi, que je voudrais qualifier un jour. C'est la relation entre le patient et le médecin. Comment on peut appeler ça? Parce que c'est pas de l'amitié, pas de l'amour évidemment. C'est comment? Alors il y a du respect, de la confiance, mais à mon avis, enfin moi je le ressens comme ça, il y a quelque chose de plus fort. Il adore nos enfants comme si c'était les siens, et quand on y va, même si on est un peu ronde ou pas en forme ou la tête à l'envers, on a l'impression d'être la plus belle femme du monde. Et ça c'est génial de pouvoir arriver dans un endroit où finalement on se sent bien et on se sent aimé, aussi bien en tant que mère, en tant que femme et nos enfants aussi. C'est surtout dans ces 15 premières années où ça a été pour moi à la fois émotionnellement, techniquement fort et en même temps où je suis passé par tous les sentiments. Le sentiment d'euphorie, le sentiment de découragement, le sentiment que finalement la vie ne tenait à pas grand-chose. Et quand il s'agissait d'un enfant, ça prenait tout de suite des proportions tout à fait incroyables. Et il faut savoir que pendant ces 18 à 20 premières années de ma vie professionnelle, j'ai quand même perdu 14 de mes petits patients. Ça veut dire que pendant 14 fois, je me suis retrouvé dans une église devant un petit cercueil, et ça, je ne m'y suis jamais fait. Ça reste des moments très durs, tout simplement parce qu'il y a tout ce qui s'est passé en amont, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avec la famille, avec les parents, avec l'enfant lui-même, dont certains étaient parfaitement conscients de l'issue péjorative de leur pathologie. On commence à comprendre quand on a 14 ans de l'état où on est. Avant, non, on est un enfant et on joue comme un enfant. Mais à 14 ans, on ne joue plus comme un enfant. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces parce que c'est dur, parce que c'est injuste, parce que ça ne doit pas exister, et parce que là, on se pose 1000 questions à laquelle, bien évidemment, on n'a pas de réponse.
créé mon cabinet en janvier 1969. Et j'ai créé mon cabinet avec un souci majeur qui était celui de le faire construire dans ce cabinet une piscine de rééducation. Alors il faut comprendre que je sortais de mes stages parisiens et j'avais fait entre autres stages, un stage à l'hôpital Garches où j'avais eu l'occasion de rééduquer et de voir fonctionner les modes de rééducation des enfants atteints de poliomyélite à l'époque. Et j'avais été totalement sidéré de voir ce que les enfants arrivaient à faire en milieu aquatique. J'ai trouvé, avenue Gustave Flaubert, tout un rez-de-chaussée dans un ancien hôtel particulier où il y avait la place pour pouvoir faire la partie balnéothérapie et la partie rééducation. Et donc, voilà, je me suis installé en plein cœur de Rouen. C'est sûrement la personne du cabinet avec laquelle il a eu des rapports les plus profonds. Guy, ça a été un de ses premiers ou son premier malade. Qui était atteint de la maladie d'Epstein, encore appelée maladie des os de verre, et donc qui, dès la première année de sa vie, s'est fait une centaine de fractures, ce qui fait qu'il était atteint de nanisme. Et qu'il avait 4 membres complètement déformés. À la naissance, j'ai eu entre 25 et 30 fractures en monde. Et comme je suis normalement, on est très transparent. Donc on ne vit pas très longtemps. Au bout de 48 heures, puis c'est comme les poumons, c'est quand même une force. Tout se casse et moi j'ai eu la chance pouvoir réussir à vivre. Je l'ai connu à l'âge de 13 ans, il n'avait jamais posé les pieds par terre, il était grabataire. Il a été remarquablement opéré par le docteur Delaporte, qui était un assistant du professeur Borde, du service dans lequel je travaillais. J'ai assisté à toutes les interventions chirurgicales au bloc opératoire et ma mission a été après de le remettre sur pied. Le but de l'opération était de redresser mes jambes. Donc on a coupé ma hanche en tronçon et on a mis des broches. Et on a fait une dème du genou à la cheville, de chaque côté. Donc chaque opération quand même durait 6-7 heures. Donc c'est vrai que c'était très dur parce que le post-opératoire pour moi était très dur, j'étais malade et tout. Mais à la fin, le moral a joué. Pour arriver à survivre et arriver où il en est arrivé, il fallait une volonté de faire. Et on peut imaginer là encore une fois que les deux volontés, à la fois de Patrick et de Guy, ont fait que Guy a pu devenir ce qu'il est. Hein. Parce que sans Patrick, je ne suis pas sûr que Guy aurait pu s'en sortir comme il s'en est sorti, parce que ça a été un travail considérable. Donc c'était un plein kiné, avec des sacs de sable de chaque côté pour pas que mes chevilles s'en aillent. Et comme j'y allais 3 fois par semaine, petit à petit, il montait les degrés. Ah oui, je m'en rappelle. Tout au début, pour moi, c'était rigolo. Quand on est arrivé à un stade où j'ai vu ma tête comme ça, là, c'était moins rigolo. Là, j'ai tourné de l'œil, j'ai dit on arrête. Et lui m'a dit on continue. Un travail de titan. Qui m'a demandé des années. J'ai connu Guy pendant 15 ans. On a vécu des moments incroyablement forts tous les deux. Je crois qu'il est fier de ce qu'il a fait, il est fier de moi. Le moment le plus fort a été bien évidemment le jour où il s'est retrouvé debout, avec des petites cannes trépodes, et où il a commencé à faire ses 2 premiers pas. C'est quasiment marcher sur la Lune. Le but de l'opération était de me mettre debout et de marcher. Me mettre debout, ça marche. Je peux me mettre debout dans ma baignoire, parce que je peux le transférer facilement. Marcher, c'est peut-être le seul regret que Patrick aurait voulu, qu'il n'a jamais réussi, parce que je n'ai pas voulu marcher. Psychologiquement, je ne suis pas prêt à faire ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je me vois grand comme vous. Et le fait d'être mettre les pieds par terre et de marcher, j'ai plus le même état d'esprit. Pour moi, je peux plus. D'abord parce que je pourrais plus regarder les gens pareils. Je pourrais plus nettement me retourner si je vois une belle fille, me retourner. C'est pas possible. C'est psychologique, mais un port très fort. Avec Guy, j'ai vécu quasiment une vie à part. Il y a le côté kiné qui est passé, et puis petit à petit, une relation plus fusionnelle est arrivée dans le style. Il y a de l'amitié copain-copain. On se disait pratiquement tout.
Et ça, je peux pas. C'est quelque chose de très important, quoi. J'ai mangé chez lui, on a mangé ensemble. Il a assisté à ma première communion, il a assisté à mon premier mariage. C'est très important. Guy, c'est un personnage. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. On a passé des moments au cabinet extraordinaires quand il était dans les buts au fond de la salle et qu'avec le ballon, c'était le gardien de but et qu'il fallait absolument que je lui mette des buts. Et qu'après, quand il n'était pas content, je le prenais et je le balançais dans la piscine. Guy, avec lequel j'ai vécu dans sa famille, j'ai connu sa maman qui vivait seule. Quand il faisait son internat, le matin, on n'habitait pas au même endroit, mais il venait manger chez ma mère pour prendre son petit déjeuner. J'étais tombé sur une femme, comme il en existe peu, d'une force de caractère incroyable, parce qu'il fallait se représenter ce que pouvait être la vie avec Guy. C'était loin d'être évident, surtout dans une famille nombreuse. Patrick, il fait partie de la famille, mais Patrick et moi, c'est quelque chose qui est important, quoi. C'est quelque chose qu'il faut voir. Mais il connaît vraiment tout le monde et combien de fois il est venu à la maison, même parce que j'étais malade, quand je me suis cassé la hanche parce que j'ai fait des bêtises, ils m'ont engueulé. C'est un grand frère, quoi. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'était un moment très très fort de ma vie professionnelle, parce que d'abord on n'en voit pas beaucoup. Moi j'ai eu le bonheur, la chance de pouvoir le rencontrer, qu'on ait vécu ensemble. Guy, il faisait partie de l'environnement. Il était là pratiquement toute la journée, à se rééduquer, à parler avec les gens. On se téléphone toujours. Il a 10 ans d'écart avec moi. C'est-à-dire qu'il est maintenant à Nantes et il travaille à la mairie de Nantes pour les handicapés. Pendant 14 années, ce fut un rythme de fou. Alors ce fut un rythme de fou parce que à l'époque, il faut se représenter que je travaillais à la fois au CHU en pédiatrie, je travaillais dans le service des prématurés qui était à l'Hôtel-Dieu, donc à 2 endroits totalement différents, et en plus, je travaillais en libéral à mon cabinet tous les après-midi. Jusqu'un matin, j'ai été convoqué par mon patron dans son bureau. Et il m'a dit, Michaud, depuis quelque temps, je m'aperçois qu'entre le cabinet, l'hôpital, etc., vous avez beaucoup de travail. J'ai l'impression, mais bien évidemment, ça n'était pas seulement une impression, que vous êtes moins assidu dans votre activité hospitalière. Donc, m'a-t-il dit, il va falloir faire un choix. Là, j'avais plus de jambes, je suis sorti de son bureau, et après réflexion, dont je dois dire que de toute façon, ce ne furent que des réflexions purement économiques, j'ai pris la décision d'arrêter l'hôpital et de continuer mon cabinet. Voilà. Et en même temps, c'est un problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème et que moi j'en ai souffert? C'est que au début, quand j'ai développé, etc., on ne gagne pas sa vie dans le secteur hospitalier. Au départ, surtout, c'était... Ça a été dramatique pendant quelques mois parce que je perdais l'essence même de ce qu'a été mon travail pendant les 14 années qui ont précédé. Et je me suis rendu compte, en n'y allant plus, à quel point l'hôpital avait eu une influence considérable sur la réussite de mon activité professionnelle. Moi, j'avais connu les bébés nageurs au début de ma vie hospitalière, puisque il existait une structure à la piscine Gambetta, qui n'existe plus aujourd'hui, dans laquelle il y avait des activités de bébés nageurs, mais qui n'étaient faites que sous contrôle médical. Et pour faire cette activité, il était obligatoire qu'il y ait un médecin anesthésiste au bord de la piscine. Ceci a été progressivement abandonné pour des raisons purement économiques.
Et donc les bébés nageurs ont évolué de façon un petit peu différente. Chez Patrick, avec les bébés nageurs, il y a quand même une préparation au risque de noyade qui est fait, alors que dans les piscines, c'est pas fait. J'ai toujours été confronté à la peur de perdre l'enfant. Quand j'étais dans mes activités médicales en réanimation néonatale, c'était une peur qui était constante, qui était totalement journalière. Donc voilà, j'ai toujours été habité par ça. Et donc à travers l'activité des bébés nageurs, qui est une activité totalement ludique, complètement hors médicale, je suis habité par le même sentiment. Il y a eu le côté plaisir, mais il y a eu le côté aussi sécurité. On l'a aussi fait pour une raison de sécurité, comme Patrick nous expliquait au moment quand on a commencé les séances, de se dire qu'on avait du temps. Voilà, l'accident bête arrive tous les jours et on ne peut pas l'éviter à chaque fois. Et donc du coup, ça nous aidait de nous dire qu'on avait quelques secondes en plus que d'autres enfants n'ont pas pour intervenir. Je me dis pas, moi, que mes enfants sortis des 3 ans ne peuvent plus se noyer, parce que je pense que par contre, le délai, entre guillemets, où l'enfant va peut-être pouvoir se noyer ou prendre de l'eau dans les poumons, sera plus long. Et moi, j'en ai fait malheureusement la mauvaise expérience l'été dernier avec mon fils, mais dans la mer. Et effectivement, on a eu, et à un moment donné, un souci, il était pris dans une vague, etc. Et je pense que s'il n'avait pas fait bébé nageur, il aurait vraiment avalé de l'eau. Que là, en fait, il se met instinctivement en apnée. Peut-être qu'il paniquera beaucoup moins qu'un autre. Et donc, par conséquent, le réflexe d'apnée, le réflexe de s'en sortir, lui sera plus facilement accessible qu'un enfant qui n'a pas fait le bébé nageur. On était pas une trentaine à table, il y a une petite fille de 5-6 ans qui est tombée dans l'eau. Pourtant, elle avait une marche à monter pour sortir la tête de l'eau et respirer. Et elle était sous l'eau, elle avait les mains qui sortaient de l'eau et elle était incapable de reprendre son souffle, de garder son sang-froid pour faire le pas pour sortir de l'eau. Alors que je pense que notre fille de 5 ans, maintenant qu'elle a fait les bébés nageurs chez Patrick, elle tombe la tête sous l'eau, je pense qu'elle retient son souffle, elle fait ce pas pour sortir de l'eau et il ne va rien se passer, quoi. Je pensais, pour l'avoir vécu sur des enfants qui avaient des problèmes, que de faire travailler des bébés en milieu aquatique pouvait avoir une incidence bénéfique et favorable sur leur développement moteur et psychomoteur. Les enfants, ils progressent vraiment, ils apprennent vraiment à mettre la tête sous l'eau, à se mettre en apnée, à nager comme des petits poissons. Bébé nageur, ça veut dire bébé qui nage. Ça veut dire donc des bébés qui se déplacent sous l'eau en l'occurrence. Eh bien, là, je faisais quelque chose de très bien, puisque cela permettait aux enfants d'être en absolue sécurité et d'être en situation où ils ne pouvaient plus se noyer. Donc, c'est vrai que ma démarche a été extrêmement sécuritaire au départ. Le but était de trouver une méthode lui permettant d'apprendre des gestes, nager, des gestes de survie, quelque chose en corrélation qui nous permette à nous de gagner du temps pour aller le rechercher, ou que lui, par lui-même, arrive à s'accrocher au bord ou trouver une solution pour nous permettre d'intervenir ou de s'en sortir seul. Le cursus d'un bébé nageur, ça se fait en 3 étapes. D'abord, ça démarre à 6 mois, parce que pourquoi 6 mois ? Parce que d'abord, il faut déjà que les bébés soient vaccinés, donc ça, c'est la législation qui l'exige. C'est impressionnant de prendre son bébé de 6 mois et de lui faire 1, 2, 3, la tête sous l'eau, alors ça dure un quart de seconde, mais... Le premier cycle qui va de 6 mois jusqu'à 17 mois, qui est le cycle d'apprentissage du corps du bébé sous l'eau. Là, c'est là que le bébé commence à prendre conscience de son corps sous l'eau. Melville, lui, ça s'est plutôt bien passé dès le départ. En revanche, aux alentours de 8 mois, donc 1 mois après avoir commencé, il avait des gros blocages, il voulait maman, etc. Donc là, on a passé une étape difficile. Et puis après ça a roulé. Lui, ça a été plutôt fluide sa progression. Est-ce que je vais bien savoir faire ? Et je sais qu'il m'a fallu 1 ou 2 séances pour bien comprendre comment bien incliner mon bébé pour qu'il soit bien et que justement que je lui fasse pas en fait boire la tasse. Noah, ça a été un peu plus compliqué par étapes. Il y va plus lentement. Il a encore des petites phases où il est pas très très bien. Mais voilà, il progresse aussi. Lui, c'est l'émulation par son frère en fait qui fait qu'il progresse. Après ça, de 17 mois jusqu'à 27, 28 mois, deuxième cycle, pendant lequel l'enfant commence
à prendre conscience qu'il va se déplacer sous l'eau. Et alors là, c'est la première grande surprise, c'est que tout d'un coup, le bébé va se mettre allongé sur l'eau et va commencer à palmer de façon totalement naturelle sans qu'on ait besoin de lui apprendre. Elle est hyper à l'aise dans l'eau, elle plonge, elle nage sans brassard. Et enfin, le dernier cycle, la dernière année, où là, il va devenir véritablement bébé nageur. Et là, l'enfant commence à traverser la piscine, en l'occurrence les 5 mètres de la piscine du cabinet. Aujourd'hui, quand je vois Melville, donc, qui a terminé son cycle, quand je le vois dans l'eau, on peut nager sur 5-6 mètres ensemble en se donnant la main, ça c'est un moment qui est extraordinaire, qu'on n'aurait pas pu faire sans ça. Il va être capable d'aller chercher des petits objets plombés au fond de la piscine et le remonter à la surface tout seul. Il va faire des exercices en passant sous les jambes des parents. Voilà, on le voit onduler un petit peu sous l'eau. Voilà, ça, là, l'enfant commence à avoir une parfaite maîtrise de son corps dans l'eau. Et puis, au niveau éducatif aussi, ça lui a fait beaucoup de bien. Il est plus sûr de lui. Non, ça lui a fait un peu... Ouais, c'est ça, prendre un peu confiance en lui, etc. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est positif aussi. Les bébés nageurs, je dis toujours depuis le début que c'est une grande famille. Et je suis très très fier, moi, de la grande famille que j'ai formée de ces bébés nageurs-là. J'avais envie de faire quelque chose avec mon bébé et là je trouvais que c'était confortable, que c'était donc familial, cocon, et puis que c'était vraiment facilement accessible avec un petit. Je partageais quelque chose avec les enfants, on découvrait d'autres personnes et puis voilà, le côté ludique, y compris avec les autres adultes, y compris avec Patrick, donc ça c'était quelque chose d'assez sympa pour moi. D'emblée, lorsqu'on est un petit bébé de 6 mois, la relation avec la maman est très fusionnelle. D'abord parce que la maman est très protectrice par définition. Et donc mettre son bébé sous l'eau, c'est toute une démarche, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Donc quand elle met son bébé sous l'eau, quand elle le sort, on a l'impression qu'elle l'a quasiment perdu. Ça m'a donné envie d'avoir un moment privilégié avec mon enfant, qu'il ait une activité dans laquelle je puisse l'accompagner. Et puis c'est sympa, c'est sur 3 ans, on le voit progresser, le papa vient de temps en temps. A contrario, l'attitude du papa est une attitude beaucoup plus ludique, beaucoup plus joueuse. Il y a beaucoup de papas quand même qui aiment venir chez Patrick, même s'ils ne peuvent pas le faire souvent. Il y en avait toujours 1 ou 2 dans la piscine à chaque séance qui venaient, qui remplaçaient la maman justement. On le sentait par plaisir et pour le moment de partage aussi. Moi j'aime ça, j'aime l'eau et donc j'avais envie aussi de partager un plaisir avec eux, une passion avec eux. Donc voilà, il y avait le côté sécurité et puis le côté aussi fun. C'était aussi l'occasion, un moment important pour moi, en fait, Virginie allaitant, un moment important pour moi pour partager avec chacun des enfants. Je disais toujours dans le cabinet, ça faisait rire tout le monde, qu'il y avait 2 grandes catégories de bébés dans le cabinet. Il y avait les bébés cracheurs et les bébés nageurs. Les bébés cracheurs, dès qu'ils me voyaient arriver, hurlaient ou pleuraient. Et les bébés nageurs, dès qu'ils me voyaient arriver, se précipitaient dans mes bras et m'embrassaient. Je commence à travailler à 7 heures, ce qui fait que je pars de chez moi, il est 6 heures moins le quart, et là je pars, tout le monde dort, je pars sans prendre mon petit déjeuner, je file à mon cabinet pour tout préparer, et après je me dirige vers l'hôtel de Dieppe où pendant une 20aine d'années, je vais prendre mon petit déjeuner tous les matins. Mentalement, je préparais ma journée. Et
c'était devenu un tel rituel qu'il n'était plus concevable que je puisse procéder autrement. Donc j'ai pris mon petit déjeuner 20 ans à l'hôtel de Dieppe, une dizaine d'années supplémentaires avant à la brasserie du Palais quand elle existait. Donc voilà, ça a été un des grands rituels de ma vie professionnelle ou de ma vie tout court. Il faisait des horaires, l'hiver, il faisait des horaires vraiment, vraiment lourds. C'est-à-dire que Patrick, plusieurs fois on est sorti du médecin avec le gamin qui avait la bronchiolite, on sortait sous le bras, on appelait « Allô Patrick, est-ce que tu as une place pour notre gamin, il a une grosse bronchiolite, on vient de voir le toubib, il faudrait le drainer ce soir ». Les choses ont basculé complètement pour moi au niveau des pathologies respiratoires. C'est à partir de 1991, lors de la première épidémie de bronchiolite, qui a été une épidémie dévastatrice sur le plan national, et y compris bien évidemment à Rouen, dont tout le monde sait que ça n'est pas la ville la moins polluée de France, et qu'à partir de là, la pollution a un effet obligatoirement négatif sur le comportement respiratoire de tous les bébés qui y habitent. C'est vrai que dans le milieu, je pense qu'il a une place tout à fait à part, parce que c'est lui qui a été le pionnier au niveau thérapeutique pour le drainage bronchique. Il avait, je crois, appris ça à Paris. Ma formation hospitalière m'a amené obligatoirement à utiliser des techniques spécifiques que l'on retrouve à l'hôpital. Je pense en particulier aux techniques d'aspiration rhinopharyngée qui se pratiquent en milieu hospitalier et que grand nombre de mes confrères ne pratiquent pas en milieu libéral. Pour avoir eu ma fille qui a fait une bronchiolite alors que Patrick était en vacances, forcément, et donc j'ai été obligée de l'emmener chez quelqu'un d'autre, c'est pas du tout pareil. Enfin, là où Patrick fait un drainage, l'autre kiné en faisait 3. Avec une technique particulière que Patrick pouvait avoir du fait de sa fente, que je pense lui seul pouvait pratiquer sur lui, puisque Antoine ne crachait pas. Enfin, c'était pas un bébé cracheur, c'est un bébé qu'il fallait aspirer. Voilà, c'est le souci de sa fente palatine. Moi, en tant que maman, c'est clair que je préfère complètement cette méthode-là. Enfin, en tout cas, m'a convenu très bien, et avec mes enfants, les résultats étaient vraiment là. Fidèle à ce que j'ai vécu à l'hôpital, je n'ai pas trouvé justifié de stopper les aspirations rhinopharyngées à partir du moment où je les sais efficaces et où il est parfaitement reconnu que de toute façon, aspirer le cavum et aspirer tout le système rhinopharyngé du bébé évite ou facilite le désencombrement des voies aériennes supérieures. Les études ont montré que quand c'était des kinés qui savaient faire, je crois que c'est vraiment l'idéal. C'est l'idéal. Moi, alors, je peux en témoigner. J'ai vu des drainages bronchiques, mais à la limite, le drainage bronchique, moi, je suis capable de le faire. Hein. Ça, c'est pas compliqué. Hein. On peut taper. Hein. Mais voilà, je suis pas sûr que ça va être très, très efficace. Par contre, quand vous faites ça, que vous faites cracher et que vous aspirez, c'est évident. Et là, moi, j'ai l'expérience chez lui, les mercredis où je passais, le stéto posé sur le thorax du bébé avant, posé sur le thorax du bébé après. Après, on est pour ou contre l'aspiration, mais quasiment tous les médecins généralistes recommandaient Patrick Michaud sur les drainages bronchiques. À partir du moment où j'avais toujours l'aval du corps médical, je ne me voyais pas de raison de changer ce qui marchait merveilleusement bien. Voilà, ceci a été accepté par les médecins, beaucoup moins par mes confrères. En tout cas, moi je pense qu'un gamin qui est encombré, il faut le désencombrer, il ne faut pas chercher midi à 14h. Le traitement qui associe l'aspiration rhinopharyngée à l'expectoration bronchique reste de toute façon, quoi qu'on puisse en dire, la certitude d'un meilleur résultat. En plus, ça permet de voir les sécrétions. Donc, combien de fois j'ai eu un coup de fil en me disant, dis donc, là, tu vois, il n'était pas sous antibio, mais j'ai des sécrétions qui sont vraiment purulentes. C'est tout simplement. Donc, je dis, bah écoute, le bébé va repasser, hop, prescription d'antibiotiques. Et effectivement, ça s'arrangeait beaucoup mieux. Bien évidemment qu'il y a risque de phénomènes irritatifs, mais c'est comme tout geste. Si le geste est fait à bon escient, et si le geste est fait avec compétence, les risques sont nettement
nettement moindre et nettement moins élevé que si on met une sonde là sans savoir exactement comment on la met, si on fait saigner le bébé, etc., etc. Là encore, je considère que c'est une question de gestuelle, c'est une question de compétences professionnelles et surtout une question d'habitude. Et une fois où je suis tombée sur un kiné, on sentait qu'il n'était pas à l'aise parce que c'était un jeune kiné qui ne devait pas faire ça souvent. Donc nous, quand c'est comme ça, les parents, on se dit est-ce qu'il va pas avoir un geste maladroit etc. Donc on se sent pas en confiance. Alors qu'avec Patrick, ça déroule, quoi. Ses gestes sont très précis. Lorsqu'il s'agit de toucher un bébé de 15 jours ou un bébé de 3 semaines, la fragilité du geste devient un geste à risque. Donc on ne peut pas se permettre, dans son cabinet, de faire une manipulation quelle qu'elle soit sur un bébé ou sur un nourrisson qui a 15 jours ou 3 semaines postnatales, sans avoir une parfaite connaissance de ce que l'on doit faire comme geste. Car les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, les kinésithérapeutes qui se sont installés en libéral dès qu'ils ont été diplômés ne sont pas passés par une formation à minima hospitalière, car je ne vois pas où on peut apprendre ça ailleurs qu'à l'hôpital. Je pense qu'ils sont plus formés aux mêmes techniques ou plus de la même façon, mais c'est moins efficace. Enfin, ça paraît moins efficace en tout cas en tant que parent. Je crois que mes confrères ont le tort de ne pas se former lorsqu'il s'agit de pathologies très précises, comme les pathologies respiratoires du nourrisson, comme les pathologies orthopédiques. Quand on a un bébé avec un torticolis congénital, si on ne sait pas manipuler un torticolis, on passe la main ou on se forme. Si on ne sait pas manipuler une paralysie du plexus brachial, on passe la main ou on se forme. Si on ne sait pas manipuler une malposition du pied, voire un pied beau, on passe la main ou on se forme. Alors ça, je pense que c'est aussi peut-être aussi une question de formation, parce que je pense que les autres kinés, ils n'ont pas eu l'expérience qu'il a eue en réanimation quand il était au CHU de Rouen ou quand il était à Paris où il a drainé des bébés. Voilà. Il faut savoir que pour faire ce que j'ai réussi à faire, en amont, ça m'a demandé des heures et des heures de travail répétitif, des heures de gestes qu'il fallait que je maîtrise pour qu'il ne m'arrive jamais rien et que je puisse être efficace et performant. Sur la place de Rouen, il m'a rendu beaucoup de services en désobstruant des gamins qui étaient particulièrement encombrés, qui avaient vu des collègues à lui et pour lesquels manifestement les résultats étaient insuffisants. Il suffisait de les confier à Patrick pour avoir une amélioration spectaculaire en 5 ou 6 séances. Avec Patrick, une séance de kiné respiratoire, c'est maximum 2-3 minutes. Enfin, c'est vraiment très rapide, donc même si l'enfant c'est désagréable, etc., ça dure pas longtemps. Les autres, c'était au minimum 15-20 minutes, une séance. Donc on s'arrête, on recommence, voilà. Donc l'enfant, c'est dur aussi pour l'enfant, c'est dur pour les parents, que ça dure aussi longtemps, de devoir tenir et réconforter son enfant de manière aussi longue. Par contre, ce qui est merveilleux, c'est le visage qu'ils ont après la séance. Et là, par contre, je me dis que je savais que là, j'avais fait du bon travail. Et lorsqu'un bébé se ventile mieux, lorsqu'un bébé respire mieux, et lorsqu'il s'oxygène mieux, obligatoirement, ça se voit sur son visage. Quand vous amenez votre enfant chez Patrick, il vous fait le drainage, vous ressortez, votre enfant, il respire. Dans les jours suivants, on voit surtout la différence de résultat au niveau, en tout cas, rapidité. L'enfant, je trouve, récupère bien moins vite quand il n'y a pas eu aspiration. C'est beaucoup plus long, ça doit être beaucoup plus récurrent, etc. À l'époque où j'étais attaché à la clinique Jeanne d'Arc, qui était une maternité de Rouen, je suis appelé en urgence pour un bébé qui venait de naître avec un pied-bot varicéquin bilatéral. Donc voilà, pour les gens qui savent un petit peu l'importance de la malformation du pied-bot, une mère qui voit arriver son bébé avec un pied-bot, c'est quand même un choc. Je mets en route le traitement, j'explique à la maman tout ce qui va se passer, à travers les sanglots maternels, j'essaie de rassurer tout le monde, de lui dire que voilà, ça va bien se passer, que malgré l'importance de cette malformation, à l'arrivée, son petit enfant va marcher comme moi, et donc il n'y aura pas de souci. Et le lendemain, je vois le père, qui était dans la chambre, et je tombe sur quelqu'un d'agressif, fort peu compréhensif, et qui, à un moment donné, me dit « Monsieur,
je n'ai aucune confiance en ce que vous faites. De toute façon, vous ne réussirez pas à corriger les pieds de mon bébé. » Là, je lui ai dit, écoutez monsieur, maintenant, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de me faire confiance. Je dis, je vais soigner votre bébé, je vais faire le maximum pour que ses pieds redeviennent droits. Je lui dis, mais par contre, soyez gentil. Pendant les 4 semaines où je vais le traiter pour redresser ses pieds, je ne veux pas vous voir. Au bout de 6 semaines, les pieds du bébé étaient quasiment redressés. J'ai donc demandé à la maman de faire venir le papa à mon cabinet pour qu'il assiste à une séance. Je défais les petites attelles, je manipule le pied. Là, je vois déjà que le visage du papa n'était pas celui du départ, ce que je comprends très bien. Ce que je comprends très bien. Et je lui dis, monsieur, voilà le résultat. Regardez les pieds de votre enfant. Si je vous disais que j'avais la capacité de pouvoir redresser les pieds de votre bébé, c'est que je pensais pouvoir le faire. Ce n'était pas le premier pied beau que j'avais entre les mains et je savais comment il fallait faire. Donc il fallait me faire confiance. Mais vous n'aviez pas le droit de partir battu d'avance. Et vous n'aviez pas le droit de penser que j'allais pas y arriver. La douleur du bébé est quelque chose qui m'a qui a toujours déclenché chez moi une énorme attention. Après, c'est pas facile, au départ, de faire la différence entre le cri d'un bébé qui souffre, le cri d'un bébé qui a faim, ou le cri d'un bébé qui pousse une colère. Ce sont 3 cris totalement différents. Et je reste persuadé aujourd'hui que l'on peut parfaitement bien soigner les gens, quel que soit leur âge, sans les faire souffrir, ou en les faisant souffrir à minima. Le top du top pour un kiné, c'est de pouvoir manipuler un bébé sans le réveiller. J'ai réussi à le faire très souvent sur des malpositions de pied. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut manipuler un pied de bébé dans tous les sens. Quand il dort, il dort. C'est déjà beaucoup plus délicat quand on manipule le cou, puisqu'il faut étirer le muscle du cou, bouger, tourner la tête, etc. Derrière ces études, il y avait une passion pour les enfants. Il adore les enfants. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Patrick, il a un rapport avec les enfants extraordinaire, y compris avec les ados, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Aussi bien des nouveau-nés et des adolescents. C'est ce qui fait tout l'intérêt du travail de cette période, parce que c'est très différent. Un enfant de 3 ans, c'est pas la même chose qu'un enfant de 15 ans. Et donc, c'est très agréable de voir les différences, le comportement, etc. J'ai observé pendant toutes ces années, les visages des bébés. D'abord parce que j'étais au-dessus d'eux. Donc ça m'était facile de les observer, quelles que soient d'ailleurs les pathologies que je soignais, j'étais toujours près d'eux, au-dessus d'eux, je les regardais. J'ai vu à peu près tous les états d'âme qui ont été les leurs. Je pense même qu'en leur parlant, car j'ai passé 45 ans à leur parler sans qu'ils me répondent, ce qui m'a toujours fait dire qu'au moins comme ça, j'étais pas contrarié par les réponses, mais j'ai passé 45 ans à leur parler. Je suis intimement persuadé que pendant 45 ans, ils m'ont compris. Que pendant 45 ans, ils comprenaient tout ce que je disais. Et que je pouvais percevoir dans un regard, dans un rictus, dans le changement de leur visage, tout un tas de réponses. C'est peut-être pour ça que je les ai tant regardés. C'est peut-être pour ça que je leur ai tant parlé. C'est peut-être aussi pour ça que je les ai tant observés. Parce que, obligatoirement, ils ressentent plein de choses. Au fil des années, la réflexion évolue. Au fil des années, la technique se peaufine. On réfléchit à l'acte que l'on fait, à ses conséquences, au pourquoi du comment.
Et donc à partir de là, on se pose à mon avis les vraies questions. Après, c'est uniquement un problème de relation, je dirais quasi fusionnelle, que l'on peut avoir entre le bébé et soi-même. Voilà. Et je pense que j'étais arrivé à cette relation fusionnelle. C'est ces bébés. C'est ces bébés qui lui rendent bien, finalement, les enfants. C'était mes bébés. Et pour moi, ça veut dire quelque chose de très fort. Parce que je m'identifiais à ce que j'étais en train de faire avec ce petit être, et j'essayais de le comprendre, j'essayais de voir, j'essayais de sentir ce qui pouvait se passer, comment il pouvait réagir. Bon, après, la compétence est une chose, la finalité du geste est une chose, mais la relation personnelle forte que l'on peut avoir avec des nourrissons, c'est totalement autre chose. Mais je reste aujourd'hui absolument convaincu, jusqu'à preuve du contraire, que la conjonction des deux donne de super résultats. Mais les enfants, c'est parfait, c'est superbe, on arrive très bien avec, en les prenant correctement, à beaucoup de bonnes choses. Un bébé a une chose extraordinaire par rapport à l'adulte, c'est qu'il ne calcule pas. Il ne va pas réfléchir à savoir s'il a envie d'aller mieux, pas aller mieux, parce qu'il va falloir reprendre le boulot, ou parce qu'il n'a pas fini de repeindre sa cuisine. C'est le bébé, il donne tout ce qu'il a. Il a en plus un instinct de survie qui est absolument extraordinaire, qui moi m'a sidéré en maintes occasions lorsque j'étais en réa. Donc, ce petit être, il faut absolument réussir dans notre entreprise. J'ai nourri pour ce métier une passion sans égale. J'ai aussi été passionné par le sport, puisque j'ai pratiqué le football pendant 50 années. Je ne peux pas vivre sans passion. Ça, c'est une certitude. Que la vie que j'ai menée dans l'exercice de mon métier, je souhaite à tout le monde de la connaître. Je souhaite à tout le monde de ressentir ce que j'ai ressenti. Sans passion, on ne peut pas ni réussir totalement, ni être totalement soi-même. Je crois que la passion pour un métier, la passion pour un sport, la passion ou l'amour tout simplement qu'on peut donner au sien, c'est la condition sine qua non d'une vie réussie. Alors j'ai totalement réussi ma vie professionnelle, au-delà de toute espérance, au détriment sûrement de ma vie privée, c'est certain. Mais j'espère simplement que la page que je suis en train de tourner aujourd'hui me permettra d'en rouvrir une autre, plus en adéquation avec une vie privée, davantage réussie et davantage aboutie.